aujourd'hui, nous parlons vegan, nous parlons véganisme, une mode éphémère, on l'a dit, on a posé des questions, ou un vrai phénomène de société, le véganisme est le mode de vie qui cherche à exclure autant que faire se peut toute forme d'exploitation des animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller ou pour tout autre but. Une solution pour mieux vivre, pour notre humanité, on en parle tout de suite dans Quête de sens. Et j'accueille deux invités en studio pour en savoir plus justement sur ce qu'est être vegan. Alexandra Blanc, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes fondatrice, présidente, porte-parole de l'association Vegan Impact. On va voir en quoi consiste cette association, pourquoi vous-même vous êtes vegan. Et puis j'accueille également Arnaud. Alors, je dis pas Arnaud Gavard, pardon. Bonjour. Arnaud, bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Pro Anima pour une fin de l'industrie de la fourrure, des méthodes pour remplacer des tests de recherche. C'est à peu près ça? Non. Non, c'est pas du tout ça. Bon, d'accord. C'est pour les alternatives aux expérimentations animales. Voilà. Tout ce qui peut être aussi vivisection, etc. Voilà, la recherche plus responsable. Voilà. Et pour une action aussi au niveau de l'utilisation de la fourrure. Alors ça, c'est un point de vue plus personnel. Voilà. Enfin, ça va ensemble, mais c'est un peu différent. Ok, nous aurons aussi Clémentine au téléphone, une jeune professionnelle qui est sur le point de devenir végane, un choix de vie donc qu'elle fait, pourquoi elle le fait et comment elle y arrive, on verra ça avec elle au téléphone. Alors le véganisme, Alexandra, on en entend parler parce que c'est une mode un petit peu chez les célébrités, notamment chez les célébrités américaines. On connaît le mot végétarien, végétalien un tout petit peu moins. Est-ce qu'on peut donner les définitions de ces trois mots? Végétarien, végétalien et vegan. D'accord. Alors, être végétarien, c'est refuser dans l'alimentation la viande et le poisson, en fait. Et être végétalien, c'est refuser dans son alimentation tout ce qui est les produits d'origine animale, donc la viande, le poisson, le lait, le fromage, les œufs, le miel. Voilà, rien qui est issu de l'animal. Et être vegan, c'est pas une mode, c'est un mode de vie en fait qui refuse l'exploitation animale dans son ensemble, donc dans l'alimentation. Donc une personne végane et végétalienne ne mange pas de viande, poisson, de lait, etc. Refuse de porter des habits qui utilisent les animaux, donc ne porte pas de fourrure, de cuir, de laine, de soie. Ça va aussi dans les produits qu'on utilise dans le quotidien, que ce soit les produits ménagers, on utilise les produits cosmétiques qui ne soient pas testés sur les animaux. Et quoi d'autre? Et aussi dans le divertissement, on ne va pas dans les cirques qui utilisent des animaux, on ne va pas aux zoos, on ne va pas aux corridas ni dans les delphinariums. Voilà, on ne cautionne pas la souffrance animale, l'exploitation animale, car les animaux ne sont pas là pour nous servir, pour qu'on les utilise ou pour nous divertir. Alexandra Blanc, vous êtes jeune pour être à la tête d'une telle association. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche? Vous-même, pourquoi êtes-vous devenue végane? Alors, je suis devenue végane un jour en traînant sur Internet. Je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle Earthling, qu'on peut retrouver sur YouTube. En français, ça s'appelle Les Terriens. Et ce documentaire, qui dure environ 1h30, montre tout ce que subissent les animaux à cause de l'humain, que ce soit les animaux domestiques, les animaux pour la consommation, la fourrure, etc. Ce sont des images très très dures. J'ai été vraiment très choquée, ça m'a vraiment perturbée. Et je me suis dit, je ne veux pas cautionner tout ça, je veux arrêter tout ça. Et par la suite, j'ai enchaîné un soir, tout ça en même temps, une conférence d'un monsieur américain qui s'appelle Gary Yourofsky, qui explique en fait ce que c'est qu'être vegan. Et en fait, après l'avoir écouté, c'est juste du discours, j'ai trouvé qu'il avait raison sur tout, que c'était cohérent. Et je me suis dit, je vais devenir végane. Et je suis devenue végane du jour au lendemain. Du jour au lendemain. On verra que c'est pas forcément évident de devenir végane du jour au lendemain, parce que c'est un mode de vie qu'il faut changer son mode de vie, voilà. C'est pas évident, mais quand on prend conscience de tout ce que les animaux souffrent à cause de nous, pour moi c'était facile en fait. Arnaud, vous avez eu la même démarche? Alors pas tout à fait, c'était pas du jour au lendemain en fait. Moi depuis l'enfance j'aimais les animaux et je suis devenu végétarien à 18 ans, quand j'ai eu le droit par ma famille de le devenir, parce que c'était un peu un acte de rébellion, même si après ma mère m'a compris. Et c'est plus récemment, il y a à peu près 5 ans, grâce à la personne avec qui je vis, que je suis devenu végane, parce que c'était une suite logique pour moi en fait. Et ça s'est passé assez bien. Aujourd'hui, il y a plus de choix qu'il n'y en avait il y a quelques années, donc c'est pas si dur en fait.
Alors n'hésitez pas à réagir dans l'émission, bien sûr, à appeler si vous n'y comprenez rien à ce qu'est le véganisme, si vous vous dites tiens, ça me pose question, justement cette cause, comment je peux devenir végane, comment se nourrir, on va en parler justement dans l'émission, comment se vêtir, au 01 56 56 44 00. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous appelez aussi et on verra en toute sérénité comment nos invités peuvent vous répondre. Alors être végane, Alexandra, donc on a compris, ça concerne les animaux, c'est aussi un bien pour la planète et pour la santé. Oui, exactement. Donc oui, évidemment pour les animaux, mais aussi pour la planète. Il faut savoir que l'élevage, c'est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, ça produit plus d'émissions de gaz à effet de serre que par exemple tous les transports, que ce soit les avions, les voitures, etc. Donc les gaz à effet de serre, on sait que ça cause le réchauffement climatique, donc la destruction de la planète. L'élevage, ça cause la pollution. Ça déforeste l'Amazonie, par exemple. 70% des terres sont utilisées pour l'élevage, donc c'est quand même une catastrophe écologique, sans compter aussi la pollution dans les océans, etc. Donc déjà, pour préserver notre planète, je pense que c'est important d'arrêter de consommer des produits d'origine animaux. Donc voilà, et ce qui est pour la santé, on pense souvent que quand on va être végane, on va être en carence, etc., ce qui est complètement faux. Oui, il y a souvent la contradiction justement alimentaire. Des médecins disent, mais attention, on ne peut pas se passer quand même de protéines animales comme ça du jour au lendemain. Ben, c'est complètement faux parce que dans nos pays développés, en tout cas, on est en surconsommation de protéines, ce qui cause des maladies comme les maladies cardiovasculaires, certains types de cancers et diabète qui sont dus justement à cette surconsommation de protéines. Et des protéines, en plus, on en trouve dans tout, dans les légumes, dans les fruits, dans les légumineuses, dans les céréales, on en trouve vraiment partout. Il y a une sorte de biais là-dessus. Il n'y a pas une bonne protéine, la protéine animale, et une protéine moins bonne, la protéine végétale. Il y a des bonnes protéines, et les protéines végétales du quinoa, par exemple, elles sont très très efficaces pour assurer les fonctions du corps. D'ailleurs, beaucoup d'animaux qui sont très costauds, comme les gorilles, ne mangent que des bananes, par exemple. Quand on devient végane, il faut quand même avoir certaines bases en nutrition. Justement, pour pas avoir ces carences, il faut se renseigner, il faut se documenter. Oui. Il faut se renseigner, mais c'est pas si dur que ça, parce que comme je l'ai expliqué, on va pas manquer de protéines, même si on mangeait que des fruits et des légumes, puisque dans les légumes, il y a des protéines. Après, il faut faire des combinaisons pour être en bonne santé, pour pas manquer de fer. Tous ces renseignements, on les trouve sur Internet, et en mangeant équilibré, sans viande, sans poisson, sans œufs, on trouve tous ces nutriments. Évidemment, après, on peut être végane et manger que de la junk food. Là, c'est sûr, on ne sera pas en très bonne santé, mais comme les personnes qui mangent de la viande et qui vont... Pour les auditeurs qui n'ont pas saisi le mot junk food, par exemple ceux qui vont dans les fast-food, qui mangent beaucoup d'hamburgers, pizza, etc. Mais je pense que même ceux qui mangent de la viande et qui consomment que de la nourriture un peu trop grasse, ils ne seront pas non plus en très bonne santé. Donc il faut manger équilibre. Voilà. Et même sans viande, en mangeant équilibré, en très bonne santé. Personnellement, je suis en vraiment meilleure santé depuis que j'ai arrêté tout ça. Par exemple, la consommation de lait, moi, ça me provoquait de l'eczéma, j'en ai plus. Enfin, pour moi, il n'y a que des bénéfices sur la santé. Donc, voilà. Arnaud. Oui, je confirme. Et puis aujourd'hui, vraiment, on a plein de choix qu'on n'avait pas il y a peut-être 10 ans. Quand j'ai commencé à être juste végétarien, déjà c'était difficile, et pourtant je vivais à Paris, j'avais juste 2-3 petits choix. Maintenant, il y a par exemple les laits végétaux, je trouve ça génial, on peut faire plein de combinaisons. Il y a plein de trucs. Est-ce que ce n'est pas un marché, justement? Enfin, ça devient un marché. Les industriels voient qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de passer au véganisme, qui peut-être parce qu'ils ont pris conscience, etc. Donc il y a un marché, donc qui développent des produits. On voit des marques qui vendent de la viande, c'est leur commerce, mais pourtant ils vendent aussi maintenant des steaks végétaux, des cordons bleus végétaux, etc. Donc oui, ils vont sur ce business-là parce que ça se développe en France, et c'est très bien parce qu'en France, on est assez en retard sur le véganisme par rapport aux autres pays du monde. Par exemple, même en Europe, je crois que la France et le Portugal sont les deux pays les plus en retard sur le véganisme. Je vais vous citer une petite phrase du pape François. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'encyclique Loué sois-tu,
qui est un petit peu maintenant devenu une référence en termes d'écologie intégrale. Cependant, le pape revient bien sur cette définition aussi qu'on retrouve dans la Bible par rapport aux animaux. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres, alors il s'adresse aux hommes et aux femmes, soyez les maîtres des poissons et de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui viennent sur la terre. Que représentent pour vous ces animaux? C'est dans cette Pardon. C'est dans cette démarche aussi, l'animal a toujours été au service de l'homme, quelque part. Alors moi déjà je dirais dans la religion, là, dans les commandements quand même, ce qu'on dit c'est « tu ne tueras point ». Et il n'y a pas marqué « tu ne tueras point » sauf les animaux. Donc pour moi on ne devrait pas tuer. On est contre le meurtre, on est contre le viol. Et pourtant on fait subir tout ça aux animaux, on les viole en les inséminant artificiellement, on les tue à la chaîne. Et pour moi, ça, je me dis, si on veut être quelqu'un de bien, si on veut être empathique et en compassion, on ne doit pas faire subir ça aux animaux. Et en même temps, justement, dans cette encyclique, le pape affirme qu'il faut changer ses habitudes de vie, justement. Moi, j'ai envie de réagir. Quand je lis « Soyez les maîtres », je pense qu'on peut interpréter ça aussi peut-être différemment. Soyez responsable. Être un maître, c'est peut-être aussi soyez dans la protection. Je pense qu'on peut interpréter différemment cela. On n'est pas forcément obligé d'avoir une idée vraiment stricte. C'est pas un maître qui est dans l'oppression. Moi, je le ressens aussi comme ça. Et je pense que les paroles qui sont des paroles saintes, mais qui sont peut-être dans un contexte ancien, peuvent être adaptées à nos années modernes. C'est comme ça que pour moi, l'être humain, je le ressens comme un protecteur. Il devrait apprendre à protéger la nature et les animaux. Voilà, on lui a donné cette nature, on l'a remise entre ses mains. C'est à lui d'en prendre soin. Et c'est un peu dans votre démarche. Et de protéger les plus faibles, parce que les animaux, ils peuvent pas vraiment se défendre. Donc à nous de les défendre, à nous d'en prendre soin, à nous de prendre soin de la nature, de la planète qu'on a. Parce que qu'est-ce qu'on ferait si la planète, on y vit nous aussi, donc on a envie de... Ça devrait être notre but aussi de la protéger. Et pourtant, depuis que l'homme existe, j'aimerais vous dire qu'on a toujours été finalement carnivore. En fait, l'homme est un animal, entre guillemets, omnivore. Et dans la chaîne alimentaire, on l'a toujours C'est pas tout à fait vrai, puisqu'avant la période glaciaire, l'homme était frugivore. Après, effectivement, quand il y a eu la période glaciaire... C'était la période de la cueillette, effectivement. Ils ont mangé de la viande. Mais... c'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose qu'il faut continuer. À l'heure actuelle, on peut faire différemment, on peut ne plus se nourrir d'animaux et ne plus les utiliser. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. On a le choix, en fait. C'est nous qui avons le choix de vie ou de mort sur les animaux. C'est à nous de choisir. Et je pense que le bon choix et le choix naturel, si on a de l'empathie, c'est de ne pas les manger et de ne pas leur faire subir toute cette cruauté. Arnaud Gavard, on peut estimer que les animaux, justement, ne sont pas des objets. Et on l'a vu, au niveau de la loi, ça a changé, justement, notamment pour les animaux de compagnie. Les animaux ne sont pas nos objets ni nos esclaves. Oui, alors d'ailleurs, l'année dernière, ils ont quitté le statut de bien meuble. En fait, ils sont enfin reconnus comme des êtres sensibles. Donc ça paraît, on a envie de dire, il était temps de considérer qu'un animal n'est pas un meuble. Donc, et aujourd'hui, des scientifiques, d'ailleurs, affirment que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, beaucoup plus qu'on pouvait le croire, qu'ils ressentent le stress, la souffrance, qu'ils sont très intelligents. Ce sont des paroles scientifiques. Donc, quelque part, on ne peut pas aussi nier ces études qui ont été réalisées ces dernières années, et qui mènent certains même neurobiologistes à dire oui, ils ressentent vraiment la souffrance. C'est comparable à ce que peuvent ressentir les humains dans les situations similaires, quoi. Donc un animal ne peut pas être un produit de consommation? Non, il ne peut pas. Il n'a pas à être un produit de consommation. Et en dehors qu'ils ressentent la douleur, ils ressentent aussi la joie. Les animaux, ils se créent des liens entre eux. Ils ont des amis, entre guillemets. Ils se reconnaissent. Ils sont comme nous. C'est nous qui comprenons pas forcément leur langage, qu'eux, ils essaient de s'adapter à nous. Donc c'est nous qui faisons pas l'effort de les comprendre, mais ils ont leur façon de réagir, leur façon de parler. Et donc non, c'est pas des produits de consommation. Ce sont pas des tomates. Voilà, ils ont des systèmes nerveux centraux. Ils ressentent tout ça. Donc. Dans cette démarche, est-ce que vous prenez justement une éthique de l'animal, de la viande, une éthique de la viande animale?
Parce que les gens ne peuvent pas forcément comprendre qu'on peut se passer de manger de la viande. Enfin, ça paraît tellement insensé, ça paraît tellement improbable pour une partie de l'humanité. Oui, parce qu'on nous a toujours appris, on nous a toujours dit, que ce soit nos parents, nos grands-parents, il faut manger de la viande, et on s'est jamais remis en question là-dessus. Mais une viande éthique, une viande heureuse, comme on peut penser la viande bio, ça n'existe pas en fait. Ça, c'est une image qu'on veut nous faire croire. Et aussi, on voit plein d'enquêtes qui sortent, donc forcément, les industriels de la viande, ils nous font croire, ils nous montrent des belles images dans le bio. Dans le bio, on pense que les animaux sont en liberté, ce qui n'est pas vrai. Dans la réglementation française, c'est qu'ils ont des autorisations de sortie, donc ils sont pas plus heureux. Et on a vu encore récemment. Tout ça, c'est du commerce ? Oui, bien sûr que c'est du commerce. Après, évidemment, c'est la viande bio, en fait, c'est qu'ils sont mieux nourris. Mais leurs conditions de vie ne sont pas du tout mieux, et dans les abattoirs, ça se passe pas du tout mieux pour eux. Alors on aura au téléphone, après une pause, une jeune, comme je l'avais annoncé, une jeune professionnelle qui se pose la question justement, qui est sur le cheminement, peut-être de devenir végane complètement, radicalement. On l'aura au téléphone après cette première pause. En quête de sens, Sophie Noailles. Allez, de retour en studio dans Radio Notre-Dame, pardon. Dans cette émission En quête de sens, on parle vegan. Vegan, c'est exclure de sa vie quotidienne tout produit issu de l'exploitation des animaux. On en parle aujourd'hui avec Alexandra Blanc, qui est donc fondatrice, présidente et porte-parole de l'association Vegan Impact, et également Arnaud Gavard, porte-parole de l'association Pro Anima. Et nous aurons dans quelques secondes Clémentine au téléphone, qui voilà, une jeune pro qui se pose la question, qui est sur le chemin pour devenir végane. Clémentine, bonjour. Oui, bonjour. Merci de témoigner ce matin dans Quête de sens. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous mettre sur la route du véganisme, Clémentine? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette démarche? Qu'est-ce qui m'interpelle dans cette démarche? Je pense qu'au fur et à mesure déjà que je me suis retrouvée à m'informer sur... c'était des questions que je me posais pas énormément puisque j'étais dans un système, la cantine, chez les parents, etc. Et je me suis jamais vraiment posé la question de ce que je mangeais. Voilà, on se met à table et on mange. Voilà, on est à table et on mange. Ce sont des moments conviviaux. Je me suis retrouvée étudiante comme tout le monde à devoir faire mes courses, etc. Et à apprendre à se faire à manger. Et puis, une chose en entraînant une autre. Déjà, moi j'ai eu la chance que par goût, j'aimais pas énormément ça. Et puis, en accédant à l'information, puisqu'il faut la chercher parce que elle est pas claire, elle est pas dite. Enfin, je pense qu'on mange de plus en plus mal et que le monde s'est énormément transformé très rapidement, et tout ce qui est l'industrialisation et la production de masse de la nourriture en général. On ne sait plus trop. Il y a beaucoup de produits qui sont transformés et dont c'est pas du tout la composition. J'ai commencé surtout à me pencher sur ça, en fait, sur la composition des produits et leur origine. Et leur origine, histoire de manger plus sainement, plus local, plus être sûr de ce que je mettais dans mon assiette. Et puis du coup, j'ai découvert le véganisme par là, puisque moi je suis pas hyper sensible au côté à la cause animale, absolument tout ça, à la cause animale. Je m'étais pas spécialement posé cette question. Moi j'ai grandi plutôt avec des grands-parents qui me disaient t'as la chance de manger de la viande, alors mange-en parce qu'ils avaient souffert plutôt du manque de nourriture, et voilà, avec une idée transmise par mes parents plutôt d'un progrès avec tout cet accès à une alimentation équilibrée. Et dans équilibré, on mettait la viande, on mettait les œufs, on mettait le lait, alors que je pense aujourd'hui, que maintenant que je suis informée et consciente de ça, que c'est pas vrai, que ce sont des choses qui sont portées par des logiques économiques, que ce sont... ça rapporte énormément d'argent. Notamment, on fait pas de pub pour les légumes, quasiment pas, parce que justement, il y a pas, c'est pas. J'imagine que c'est un marché qui rapporte beaucoup moins. Et alors qu'on passe notre vie à avoir des pubs pour la viande, pour le sucre, pour des produits dont on n'a pas besoin, puisque c'est prouvé qu'on a des apports en protéines, complètement suffisants en mangeant des légumes, que c'est prouvé que manger de la viande, ça crée des problèmes de santé. Quelle a été la réaction de votre entourage, Clémentine? Justement, moi, quand j'en parle, je me parle beaucoup plus d'une démarche de me végétaliser, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui est encore difficile à porter aujourd'hui. Notamment, je dirais que c'est plus générationnel. Moi, je trouve beaucoup d'écoute plutôt auprès des gens de mon âge, des plus jeunes,
on sent que c'est peut-être, enfin avec toute une démarche aussi, je dirais que plutôt de sauvegarde de la planète, d'une meilleure santé, d'un meilleur environnement, peut-être que et que parfois j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir moins cette écoute-là quand j'en parle à des collègues plus âgés ou des personnes plus âgées qui sont peut-être pas encore, moi je pense qu'ils ne sont pas encore rendus compte à quel point ce progrès et cette accélération des choses a entraîné à la fois du progrès, c'est sûr, et puis en même temps des conséquences sur les conséquences sur l'écologie humaine. Les conséquences, humaine. Voilà, sur les modes de production de tout ça à des échelles complètement dingues, et on déforeste la forêt amazonienne pour produire du soja, pour nourrir justement du soja transformé, pour nourrir des animaux qui sont élevés dans des conditions complètement inhumaines. J'aime pas parce que c'est des animaux, mais il n'y a pas d'humanité dans tout ça, c'est de la torture. Or, il est prouvé aussi que il y a une conscience animale et qu'il y a une souffrance. Et tout ça, on ne peut pas l'ignorer non plus. Comme le disait déjà Alexandra. Est-ce que vous avez l'intention de durer sur ce chemin, de ne pas pouvoir revenir en arrière? C'est quelque chose, moi j'essaye au maximum possible, tout ce qui est les repas à la maison, il n'y a plus de viande, de produits laitiers non plus. J'ai encore un peu, alors je trouve que c'est de mieux en mieux fait, il y a de plus en plus de documentation facile d'accès et puis c'est une rééducation alimentaire, c'est apprendre à cuisiner, tout comme on apprend à cuisiner à un moment. Non, c'est pas évident. C'est pas évident autour de soi de trouver tout ce qu'on veut, peut-être dans les magasins et de s'habiller aussi vegan. Absolument tout. Hein. Je pense qu'on trouve d'autant plus facilement en province qu'il y a aussi tout ce qui est commerce local de proximité qui permet de trouver des bons produits. Parce que, moi, j'essaye de privilégier au maximum tout ce qui va être local, tout ce qui va être aussi commerce équitable, et puis oui, les circuits courts. Voilà, c'est un ensemble, en tout cas, c'est cohérent. Un ensemble, parce que je pense que c'est un engagement dont on ne peut pas se passer aujourd'hui, justement, à l'échelle planétaire. On ne peut pas demander, moi j'ai cette chance d'être occidentale, de manquer de rien, de pouvoir prendre cet engagement, de pouvoir le tenir. C'est pas comme si je me levais le matin tous les jours et que je me demandais ce que j'allais bouffer, et que du coup je sois obligée de bouffer absolument n'importe quoi. Donc si c'est pas cette catégorie de la population mondiale qui prend conscience de ça et qui porte ce discours, ce qui est évident, c'est que ça ne pourra pas durer, le système, et que, je sais pas. Vous essayez, vous parliez de vos collègues tout à l'heure, est-ce que vous essayez, même au sein de votre famille, de militer, entre guillemets, pour cette cause ? Disons déjà que je milite pour qu'on respecte à peu près ce que je fais, et puis surtout j'essaye d'informer. Pour moi, militer, c'est surtout informer, parce qu'il y a quand même le problème, c'est les idées reçues, et puis les réactions souvent, c'est il y a les inquiétudes au niveau de tout ce qui pourrait être des carences, alors que c'est pas le cas. C'est tout à fait possible de supprimer complètement certains produits sans avoir aucune carence, puisque c'est la vérité, et qu'en fait on nous fait croire qu'on va manquer. On est dans une culture où on a toujours peur de manquer, alors qu'on n'a jamais été aussi heureux quasiment. Ça c'est un peu global, je trouve, comme système aujourd'hui. Mais donc oui, j'essaye un peu de militer déjà pour qu'en tout cas qu'on respecte et qu'on ne me force pas, entre guillemets, à manger du plat principal, alors que je peux m'en passer très bien. Et puis oui, d'informer, au maximum. Et après, j'imagine, je pense que c'est chaque jour sans viande, même si des gens n'y arrivent pas ou ne peuvent se dire tout de suite, oui, moi je ne pourrais pas, j'aime trop la viande, etc. Mais ne serait-ce que déjà commencer par diminuer sa consommation, c'est déjà faire un pas énorme, puisque chaque jour sans viande, chaque jour en consommant de façon informée, c'est prendre un engagement vis-à-vis de la planète et des choses, quoi. Merci Clémentine pour votre témoignage ce matin dans Enquête de sens sur cette émission sur le véganisme. Alexandra, c'est vrai que c'est peut-être surtout au fond un phénomène qu'on voit au niveau des jeunes générations quand même.
Oui, des jeunes générations qui prennent conscience, mais je pense que, enfin, je milite sur le terrain, donc je vois qu'il y a à peu près tous les âges. Il y a même des personnes assez âgées qui décident de changer. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus rare, mais je pense qu'à tout âge, on peut changer. Les jeunes générations, bon, c'est sûr que c'est plus eux qu'on a envie de viser parce que c'est le futur, mais non, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Je pense qu'en fait, il y a de plus en plus de reportages, il y a de plus en plus d'accès à l'information. Donc, c'est sûr que c'est peut-être plus les jeunes qui vont sur Internet se renseigner, qu'à la télé, on en parle un peu moins. Donc en effet, mais je pense, en tout cas sur le terrain, je vois qu'il y a vraiment tous les âges, quoi. Est-ce que vous n'êtes pas pris par des personnes, justement, des personnes qui sont engagées, je pense aux éleveurs, par exemple, voilà, ou industriels de l'alimentation, qui vous disent bon, c'est une mode, ça va passer, ça vient des États-Unis, etc. Et nous, on a besoin de vivre aussi, de gagner notre vie. L'animal est fait pour ça, pour l'élevage, pour nourrir l'homme. Arnaud, vous avez ces arguments en face de vous qui vous arrivent? On les a souvent, ces arguments. Et déjà, il ne faut pas les nier. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui gagnent leur vie. Je pense ça représente une bonne partie de l'économie. Oui, une bonne partie. Et dans notre discours, il faut aussi proposer quelque chose pour ces personnes-là. Je pense que certaines associations commencent à le faire. L'économie a horreur du vide. Quand une industrie disparaît, une autre apparaît. Ça s'est vérifié toujours. Ouais. En principe, si on fait bien les choses. Donc oui, il faut proposer des transitions, proposer peut-être des formations, passer d'un élevage à de la culture céréalière. Alors c'est peut-être un peu, stéréotypé ce que je dis. Mais la culture céréalière n'est pas forcément non plus respectueuse de l'écologie. Oui, mais attention, on parle là d'éthique animale. Après l'écologie, c'est autre chose. Mais c'est parallèle. Ne l'incluez pas. Je dirais que quand c'est l'élevage que ça impacte négativement sur l'écologie, je pense que même si les céréales, etc., c'est pas toujours le top, quand on sait le gaspillage d'eau pour faire 1 kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau, quand on sait la pollution, la déforestation, l'émission de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, tout ça c'est 10 fois plus grave que pour l'instant de dire que il faut manger de la viande parce que les céréales, il y aura aussi des problèmes écologiques. La première cause de destruction de l'environnement, c'est l'élevage. Donc déjà qu'on se batte là-dessus, mais évidemment je suis pour qu'on fasse attention évidemment pour les légumineuses, qu'on se batte contre les pesticides, etc. Cet impact écologique, Arnaud, c'est vrai que il est fort, et puis vous essayez de lutter justement contre cette utilisation aussi animale dans tout ce qui est expérimentation. Le traitement de l'animal, on le voit quand on regarde les différents sites, la souffrance animale dans ces cas-là est effroyable, on ne se rend pas compte. Oui, c'est vrai qu'elle est partout, et notamment en recherche scientifique, puisque je représente une association qui est sur cet objet-là. Il y a quand même encore énormément de tests réglementaires, donc ce sont des tests sur des animaux où il ne faut pas se mentir, on leur fait ingérer des produits chimiques, que ce soit par la peau, de manière buccale. Donc automatiquement, il y a une souffrance. Et nous, on essaye aussi de promouvoir des méthodes de remplacement. Dans certains domaines, elles existent. Elles ne sont pas encore utilisées ou pas assez. Et là aussi, c'est parallèle ça fait partie de la toile de fond du véganisme et de la prise en cause des animaux. Vraiment, ça marche ensemble. Et le vestimentaire aussi. Il y a pas mal de solutions. Ce qui est embêtant, c'est que des fois, ces solutions... La réglementation évolue quand même à ce niveau-là. Pour l'expérimentation animale, il y a une réglementation européenne qui est assez satisfaisante, mais qui doit quand même progresser. Ce qui est bien en tout cas au niveau de l'expérimentation animale, c'est que la directive européenne, elle se fixe pour but ultime de remplacer tous les animaux par d'autres méthodes. On peut dire que ça c'est bien. Mais alors le chemin est très très long et tortueux. On sent que c'est un combat évidemment pour l'animal, en premier pour cette protection de l'être animal, mais l'être humain dans tout ça, parce que on pourrait se dire, on va acheter des vêtements qui sont fabriqués au Bangladesh, qui sont fabriqués dans des pays asiatiques où on connaît les conditions de production. Souvent, vous mettez ça sur le même plan, ces causes. Alors, je dirais déjà, c'est pas parce que personnellement je me bats pour la cause animale que je m'en fiche de la cause humaine. Donc non, personnellement, j'essaie de faire attention où j'achète mes vêtements. J'essaie de justement
Il y a une Mais- cohérence chez vous à ce niveau-là. Oui, j'essaye vraiment de mon mieux de faire au mieux en tout cas. Et pour moi, la souffrance humaine, oui, c'est égal à la souffrance animale. Ils souffrent comme nous, ils sont comme nous, donc oui. Il n'y a pas de Arnaud. compétition hein, dans les causes. C'est ça. On nous Ouais. le dit tout le temps, tous les C'est jours. pour ça que je vous pose la question. Et vous avez raison, c'est très injuste. Il n'y a pas de compétition dans les causes. Souvent, on combat quoi? On combat une souffrance, une oppression. Moi, j'ai aussi bien sûr de la compassion pour les pauvres dans la rue, les réfugiés. Mais les causes s'annulent pas et je trouve ça dommage qu'on nous le dise à chaque fois. C'est peut-être pour certains une excuse aussi. Oui, voilà, c'est Pas pour souvent tout le une monde, mais excuse, pour certains. Qu'est-ce que vous faites pour les enfants en Syrie? C'est dérangeant parfois. Voilà. Ouais. Mais moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est que concrètement, en Syrie, je peux pas faire grand-chose à part, évidemment, que je suis contre ou essayer Des de faire contextes des différents, dons, de toute etc. façon. Mais contre la souffrance animale, on peut tous agir. Il suffit d'arrêter de les manger et la souffrance s'arrêtera. Donc voilà, c'est du concret. Mais moi, je me bats aussi pour des causes humanitaires qui me touchent aussi. Il n'y a pas que les animaux, mais les animaux sont aussi à défendre. Mhm. Ça voudrait dire que l'animal est l'égal de l'homme, quelque part? L'égal, je ne sais pas trop. Pour moi, oui. En tout cas, ils n'ont pas à souffrir. Évidemment qu'ils ne sont pas comme nous. On va pas. Mais ils souffrent. Ils ont des émotions. Donc oui, ils ont à être respectés, à ne pas être exploités. On n'a pas à les mettre en esclavage. C'est comme avant, dans le temps, pour les personnes de couleur, on pensait qu'ils étaient pas l'égal de l'homme blanc, ce qui maintenant, ça paraît aberrant. Pour les animaux, c'est la même chose. C'est une question un peu... parce que si je vous dis Tendancieuse. oui, l'animal est l'égal de l'homme, je crois que ça va le buzzer au niveau du standard. Ça dépend... Tant mieux, ça justement. dépend sur quoi on Parce se que place. l'homme est doué de conscience Voilà, ça dépend sur quel d'une plan âme, on voilà. se place. Nous, forcément, l'animal n'aura peut-être pas notre intelligence, pourra pas faire des constructions, la technologie et tout. De ce point de vue-là, peut-être qu'on peut admettre il a son intelligence à lui, il a une intelligence différente. Pour moi, les animaux, c'est vraiment un monde parallèle au nôtre. Après, du point de vue du respect, de l'exigence éthique, oui, on va pas faire souffrir un être sensible. Ça fait pas descendre la cause humaine, c'est plutôt faire monter les animaux. Voilà. On va réfléchir à tout ça dans Enquête de sens et puis n'hésitez pas à réagir hein, parce que j'imagine que vous découvrez beaucoup de choses aujourd'hui à propos de ce mouvement de véganisme. Être végane, qu'est-ce que c'est? J'attends vos appels au 01 56 56 44 00, surtout si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi pas. Allez, une pause musicale dans l'émission et on se retrouve dans quelques instants. Sur les ondes, aujourd'hui on parle vegan, le véganisme bien sûr, pour ceux qui ne seraient pas à l'écoute de l'émission depuis le départ. Le véganisme, c'est quoi? C'est exclure de sa vie quotidienne tout produit issu de l'exploitation des animaux, que ce soit au niveau du mode alimentaire, de se vêtir, c'est tout un mode de vie. Hein. Alexandra Blanc, vous qui êtes fondatrice, présidente de Vegan Impact, vous-même vous êtes végane bien évidemment. Oui, bien sûr. Vous êtes vêtue comment aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai un pull en coton et un jean et mes chaussures, elles sont en matière recyclée. Ça existe, matière recyclée. Oui. Voilà. Alors c'est de la matière qui vient d'où? Je sais pas trop, j'avoue, je ne sais pas trop. Mais c'est recyclé, labellisé, pas c'est certifié, c'est oui, vegan. Oui, elles sont véganes. Et comment on fait quand on va dans un magasin de chaussures? Alors, il n'y a pas forcément, celles-là, je les ai achetées sur Internet, mais il y a des chaussures en synthétique, il y a des chaussures en coton, des tennis, etc. On trouve quand même facilement quand on cherche un peu. C'est pas très difficile. Arnaud, oui, c'est facile quand même. Ça commence à être vivre facile. vegan. Ça commence, voilà. Et plus il y aura de choix et plus ce sera facile. Et les gens pourront faire des actions véganes sans même s'en rendre compte. Au niveau vestimentaire, il y a 2 marques que je citerai pas, peut-être, qui aujourd'hui proposent des articles en plastique recyclé issus des océans. On trouve ça en tapant sur Google. Ça, c'est génial. Ça répond à plein de causes en même temps. Il y a pas mal d'informations sur Internet. Ouais, voilà. Et vous fournissez aussi via Internet, j'imagine? Via Internet ou dans des magasins, je trouve. Bien spécialisé. Même partout dans des magasins classiques, on trouve toutes les chaussures ne sont pas en cuir. Hein, c'est Vegan, donc vous avez dit vegan. Alors vous, Alexandra, par votre association, vous avez quand même des actions militantes assez médiatiques. On se souvient d'une action que vous avez faite à Paris. Je ne la citerai pas parce que vous irez sur Internet, chers auditeurs, pour voir. Mais ça passe par là, la cause végane, ça passe par des actions choc. Alors, il faut sensibiliser le public. Donc, comme on n'a pas forcément, pour faire déjà parler de la cause, il faut les médias. Donc, pour attirer les médias, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait du choc.
Donc on organise en effet des actions choc avec du faux sang, des mises en scène. On a même déjà utilisé des animaux morts qu'on a récupérés dans des poubelles d'abattoirs. Donc évidemment ça choque les gens, mais le but c'est de les choquer, il faut qu'ils prennent conscience de tout ça. Donc voilà, on utilise ce moyen-là de faire des happenings, des grosses mises en scène pour attirer l'attention du public et quelle et des est la médias. réaction justement du public à ce moment-là? On a des gens qui pleurent, qui s'effondrent. Après, pendant toutes ces actions, on a toujours une équipe tractage qui est formée pour justement expliquer, ne pas laisser ces gens repartir dans la nature comme ça en étant en pleurs. Il y a des gens qui se sentent agressés. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas, mais comme je dis toujours, je préfère des gens qui se sentent agressés, qui s'énervent sur nous. Plutôt qu'indifférents. Voilà, plutôt que l'indifférence, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui les dérange et qui les touche. Mais on a toujours des personnes qui... quand on fait ces grosses actions, qui nous contactent après et qui nous disent que ça les a fait réfléchir et qui demandent plus d'informations, etc. Après, on ne fait pas que des actions choc, on fait aussi des actions de sensibilisation. On se met devant, par exemple, des boucheries et des poissonneries. Pas du tout pour attaquer le commerçant, parce que c'est pas lui du tout qu'on attaque, c'est juste pour parler aux consommateurs en fait qui achètent de la viande et du poisson. On essaye de leur expliquer l'impact écologique, on essaie de leur expliquer les effets néfastes sur leur santé et sur la souffrance animale. Et toutes ces actions se passent relativement très très bien. Et on fait aussi des actions où on propose des recettes végétales avec des produits qu'on trouve facilement au supermarché et qui sont délicieux. Et voilà à peu près ce qu'on fait. Et vous, Arnaud, de votre côté, Arnaud Gavard? Oui, pour ProAnima, on a un mode d'action différent, beaucoup moins choc. On fait de la collecte de fonds pour soutenir des programmes de recherche scientifique qui n'incluent pas de tests sur les animaux, par exemple, sur le cancer ou sur la toxicité. Donc ça, c'est très positif pour nous, parce que ce sont des chercheurs, mais qui ont pris une autre voie. Ils ne sont pas encore majoritaires, mais il faut les soutenir, donc on leur donne des sous, autant que faire se peut. Et on peut être amené aussi à décrypter dans des articles le langage des industriels, qui est toujours un langage biaisé. Et voilà, on intervient... Il y a toujours évidemment la raison économique. La raison économique est toujours très puissante. Donc nous, voilà, on a ce mode d'action-là plutôt. Arnaud, qu'est-ce que vous voudriez dire à nos auditeurs? Parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui réagissent justement sur... entre la cause animale, on en a déjà parlé tout à l'heure, la cause animale et la cause de la vie, la protection de la vie. On a dit qu'on ne pouvait pas mettre... c'était pas incompatible, bien sûr. Et on ne pouvait pas non plus comparer les causes. J'ai pas dit comparer, j'ai dit faire une compétition entre les causes en essayant de prendre une cause pour annuler l'autre. Ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Je trouve que parfois... c'est malhonnête, vraiment. Quand on prend les enfants qui meurent de faim pour nous dire de ne pas s'occuper d'un animal, c'est un peu trop facile parce qu'on peut s'occuper des deux, en fait. C'est comme ça que je ressens les choses. Ce n'est pas incompatible. C'est pas incompatible, ça s'annule pas. Je veux dire, aider un enfant qui meurt de faim, c'est très important. Lutter contre les terroristes, c'est important. Et aider les animaux, c'est des contextes différents, en fait, tout simplement. Voilà. Mais souvent, en général, dans le fond, il y a quand même... un être oppressé, une souffrance, une violence quoi qu'on combat. Et c'est dommage. Mais tous les deux, vous reconnaissez aussi l'impact que peut avoir la cause humaine, la défense de la vie. Bien sûr, mais ce que j'aurais à dire, c'est qu'il y a quand même 60 milliards d'animaux terrestres tués par an. Vous vous rendez compte de ce chiffre? Il y a pas, dans toutes les guerres, il n'y a jamais eu autant de morts. Donc la cause animale, c'est quand même très très important. Et il y a un nombre de morts... c'est même ce nombre il est immense quoi, donc on peut pas dire il y a certes la souffrance humaine et on essaye de se battre aussi pour ça, mais la souffrance animale c'est vraiment très très important et il faut s'en préoccuper. Et par rapport aux enfants qui meurent de faim, si on arrêtait de manger de la viande, toutes les céréales qu'on donne aux animaux pour les nourrir et les engraisser pour qu'on puisse manger de la viande, ces céréales ils pourraient servir aux enfants, aux personnes qui souffrent de famine. Ça, c'est important de le dire. Quand il y a eu la crise de famine en Éthiopie, parallèlement, le grain de ces pays-là allait en Europe nourrir les vaches. Il y a un symbole quand même, il ne faut pas oublier que ça marche un petit peu ensemble, tout ça. Il y a un rééquilibrage. Oui. Et au niveau des politiques, alors vous agissez comment? Vous avez une espèce de pratique de lobbying par rapport à ça? Alors, avant-hier, justement, il y a une action de lobbying qui a été mise en place. C'est le manifeste Animal Politique, où 26 ONG les plus importantes, dont ProAnima, ont fait un travail collectif pour peser
aussi lourd que les lobbies et montrer que la cause animale est importante. Et ce manifeste est en train d'être envoyé aux politiques en ce moment. Et il y en a qui sont réceptifs déjà. Et voilà, donc ça va être très important pour les mois à venir. Parce qu'en France, il y a plus de végétariens que de chasseurs, par exemple. Et pourtant, eux, ils pèsent très très lourd dans l'Assemblée nationale. C'est ce genre de symbole qu'il faut aussi comprendre. La cause animale, dernièrement, a été nommée comme la plus populaire chez les moins de 35 ans. Voilà. C'est une question de génération, on y revient. C'est une question de génération. Ce qui ne veut pas dire que la cause des humains est en dessous. Ça veut dire que ces jeunes pensent qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour les animaux. Je précise quand même qu'il y a plein d'ONG qui travaillent pour aider l'humain en France, les pauvres, les enfants, et c'est génial qu'elles existent. Donc voilà, c'est vraiment mon message, c'est de dire que tout ça, ça va ensemble vers le haut si c'est possible. Voilà. Alexandra, aujourd'hui, on comprend bien que c'est vraiment pour un mieux-être, pour une humanité meilleure que vous vous battez. Oui, exactement. Oui, pour un monde empathique et qu'on ait de la compassion, pour un monde meilleur et pour les animaux, pour nous-mêmes, pour être en bonne santé, pour notre planète. Et je pense que quand on arrête aussi de manger les animaux, quand on arrête de cautionner toute cette souffrance, on se sent mieux, même nous-mêmes, et on a peut-être plus envie d'être plus gentil avec les autres. Voilà, Quelles sont vos prochaines actions ? La prochaine action, ça sera le 3 décembre à Paris, place Saint-Michel, où comme ça va être les fêtes et qu'il y a énormément d'animaux tués pour les fêtes de fin d'année, on va organiser une action choc et un banquet sanglant pour dénoncer toute cette consommation excessive d'animaux et on va aussi montrer parallèlement qu'on peut faire des repas festifs végétaux, en se régalant de nourriture végétalienne. Banquet sanglant, ça consiste on va laisser un peu la surprise, mais voilà. On essaie aussi des fois de mettre à la place de pas toujours mettre des animaux morts dans nos actions, mais de mettre à la place un humain à la place. Qu'est-ce que les gens ressentiraient si sur une table c'était un humain qu'on mangeait? Arnaud, et vous? Alors nous, très différents. Dans les programmes scientifiques qu'on soutient, on va inclure celui d'une équipe de chercheurs et une équipe qui fait des recherches sur la maladie de Parkinson, bien sûr contre cette maladie, et qui n'inclut aucun test sur animaux. Il faut savoir que beaucoup de maladies neurodégénératives sont étudiées sur des singes, par exemple. Donc là, c'est une méthode sans animaux. Le public peut comprendre justement que pour un mieux pour l'être humain, il faut peut-être passer par là. Et qu'on n'a pas forcément aujourd'hui d'autres alternatives. C'est une question délicate. En fait, dans beaucoup de cas, il y a des méthodes alternatives, des méthodes de remplacement. On ne leur a pas laissé beaucoup de chance. Là, c'est encore un domaine très nouveau. Faut savoir pour la maladie d'Alzheimer, ce sont des chiffres scientifiques que je donne, 99% des médicaments qui ont été découverts sur des animaux ont échoué lors du passage aux humains. Donc, in fine, les malades aussi pâtissent de cette recherche qui est imparfaite. Donc nous, on essaye de proposer des nouveaux outils, laissons-leur une chance également. C'est ce qu'on fait à ProAnima. Alexandra, vous vous imaginez encore végane dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Je le serai toujours et je reculerai jamais. J'avais une question pour terminer à Renaud, justement, qui me trottait dans la tête depuis ce matin, et notre technicien Gilles me l'a rappelé, justement. Les animaux se mangent entre eux, quand même. Vous en pensez quoi de ça? Par exemple, Alexandra. Alors déjà, ils se mangent pas tous entre eux. Il y a plein d'animaux qui sont herbivores. Oui. Donc déjà, c'est pas vrai. Mais dans la chaîne alimentaire, il y en a qui se mangent. Et les prédateurs. Oui, il y a des prédateurs, mais aussi c'est pas parce que il y a certains animaux qui se mangent entre eux qu'on doit faire pareil. Il y a des animaux qui tuent leur bébé à la naissance. Il y en a. Je vais pas tout expliquer comment ils se comportent, les animaux, mais nous on fait pas du tout pareil. Donc ça implique la différence entre l'homme justement et l'animal. Voilà, là c'est pas pareil. C'est pas parce que les animaux ont un mauvais comportement entre guillemets qu'on doit reproduire. C'est pas une excuse justifiable pour continuer à manger de la viande. C'est la question morale. C'est-à-dire que des fois, on se place. Des fois on dit je suis pas une bête, je vais pas faire ça. Puis des fois on va dire je fais partie de la chaîne alimentaire. Mais l'homme est doué d'une conscience. Le fait qu'on ait cette conversation le prouve. Je veux dire, on peut pas se placer au niveau de l'animal quand ça nous arrange, je pense. Ouais, c'est ça. L'infanticide, en effet, existe chez les hippopotames, par exemple. C'est terrible de voir ça.
ce serait immonde de voir ça chez nous, et heureusement. Moi, chez l'homme aussi. Oui, si Oui, chez mais l'homme on- on voyait ça, je pense qu'on dirait Quand que ça c'est arrive, on immoral. est épouvanté, quoi. Quand on va voit en ça au prison, JT. voilà. Donc, Enfin, ouais. Faut pas instrumentaliser tout. Alors, si on veut en savoir plus, Alexandra Blanc et puis Arnaud, sur vos causes, si on veut savoir justement aller un peu plus loin sur le véganisme, on peut aller sur des sites internet. Alors, je vais conseiller le site de mon association qui s'appelle veganimpact.com, où il y a pourquoi devenir vegan, donc que ce soit pour les animaux, pour la planète ou pour notre santé, où il y a toutes les informations. Il y a un guide vegan pour quoi manger, comment remplacer la viande, le lait, etc. Ou acheter, par exemple, ou faire ses courses, ou acheter les vêtements, les produits non testés sur les animaux, etc. Là, sur le site, il y a vraiment pas mal d'informations. Ensuite, pour ceux qui ont besoin de voir ce qui se passe réellement dans les abattoirs, de regarder des vidéos, il y en a plein sur Internet, il y a plein de reportages. Il faut avoir le cœur bien accroché quand même. Hein. Oui, c'est dur, mais c'est la réalité. Et je pense que quand on en mange, c'est la moindre des choses, au moins de regarder ce qui se passe, quoi, au moins de le voir. Et sur Internet, vous pouvez regarder le documentaire Les Terriens. Parce que c'est vrai que les animaux, on fait la différence, les animaux, nous, même si nous sommes aussi des animaux, mais nous sommes tous terriens. Voilà. On fait partie d'une même planète. Exactement. Arnaud? Le site de notre association, proanima.fr, PROANIMA. Voilà, sur ce qui se passe dans la recherche, les moyens de proposer autre chose et nos actions, les programmes scientifiques qu'on soutient. Je pensais à votre titre personnel. On va bientôt avoir les défilés de mode là qui vont commencer. Oui, alors là aussi, j'encourage les gens à éviter ces fameuses doudounes avec un col en raton laveur. Là, c'est tout bête. Il y a même, je veux dire, qu'on soit strict vegan ou qu'on mange de la viande tous les jours, c'est l'action facile à faire et qui a un vrai impact puisque c'est 100 millions d'animaux qui sont tués pour de la mode, pour la futilité, pour décorer des capuches. Mmh. Alors, c'est toute une discussion que vous retrouverez bien évidemment. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de Radio Notre-Dame, sur le compte Twitter de Radio Notre-Dame, et puis sur l'adresse mail enquête-de-sens@radionotre-dame.com, et puis réécouter l'émission pour avoir toutes les informations. Je voudrais juste vous citer les premiers mots de la prière pour notre terre du pape François dans l'encyclique Laudato Si. Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté, inonde-nous de ta paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Voilà, merci en tout cas d'avoir été nos invités, Merci. Alexandra Blanc et puis Arnaud Gavard. On a toutes les informations. Merci à tous, merci à tous les auditeurs qui ont voulu réagir, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à réagir, je vous l'ai dit, sur la page Facebook, sur le compte Twitter. On poursuit cette discussion, bien évidemment. À très bientôt.